Sylvie Abudius, bonjour. Vous êtes la fondatrice de Hors Normes. Je vais vous présenter en quelques mots. Vous êtes présidente de l'association Marseille United Sport pour tous, MUST, qui promeut la pratique sportive inclusive et sans discrimination. Et vous êtes aussi la créatrice d'une entreprise Hors Normes qui travaille avec des athlètes de haut niveau afin d'ancrer les pratiques concrètes dans les équipes industrielles. Première question, votre parcours mêle beaucoup d'influences entre sport, événementiel, recrutement, inclusion et entrepreneuriat. Quel est le fil conducteur qui relie un petit peu toutes ces expériences ? Oui, donc bonjour Arnaud et merci beaucoup pour l'invitation. En effet, donc, je suis la fondatrice de Hors Normes, donc, qui est une agence qui va connecter des sportifs de haut niveau issus de la diversité et particulièrement des femmes et des parathlètes avec des entreprises. Et en gros, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais transformer tout ce que mettent en place ces athlètes de haut niveau au quotidien, quand ils performent sous contrainte, quand ils travaillent, quand ils font des compétitions. Et je vais transformer ça en contenu que je vais pouvoir déployer en atelier d'entreprise. Donc concrètement, ce que je fais, c'est de la formation animée par des athlètes de haut niveau sur des sujets de management, de cohésion d'équipe et notamment dans des contextes industriels. Et on va dire que le fil rouge un petit peu dans tout ça, c'est que je vais détecter le potentiel humain. J'ai travaillé plusieurs années dans le recrutement, dans les RH, dans une start-up de la RH Tech pendant plusieurs années où j'ai accompagné des grands groupes sur leur process de recrutement et je les ai aidés à déceler des profils qu'ils n'auraient pas forcément eu l'opportunité de déceler via les outils classiques, via le CV, parce qu'on sait que ça peut être discriminatoire. Et j'ai aussi, je navigue dans le sport depuis plusieurs années et je suis une grande fan de sport et notamment sur le sport féminin. Et je parlais de détection de potentiel humain. Aujourd'hui, on a plein de sportifs de haut niveau, plein de sportifs de haut niveau qui ont des parcours extraordinaires, des profils atypiques, plein de choses à raconter, mais qui aujourd'hui sont peu visibilisés, peu médiatisés pour plein de raisons. Et mon objectif, c'est de rendre visible leur récit et faire de ces championnes vraiment des ambassadeurs en entreprise pour visibiliser leur récit et en faire un levier d'impact et de transformation pour les entreprises. Et dans le détail, est-ce que vous pouvez nous parler d'un ou deux champions ou championnes dont vous occupez, dont vous avez pu transformer l'invisible en visible ? Exactement, donc y a par exemple Jeanne Maréchal qui est intervenue juste avant, qui est escrimeuse, qui a 25 ans, qui est entrepreneuse et qui est une femme extraordinaire qui intervient beaucoup en entreprise, qui joue en équipe de France d'escrime. Je travaille également, je pense à Alexandre Loveras, donc, qui est paracycliste. C'est un cycliste malvoyant, donc qui fait du vélo en tandem sur route et sur piste. Il a eu des médailles à Tokyo, au JO et au JO de Paris également. Et je pense également à Alix Andréani, qui est une boxeuse, une championne de Muay Thai sur Marseille. Donc ce sont des profils qui sont atypiques, qu'on a peu l'habitude de voir. Et pourtant, parce que justement, ils rencontrent aussi des freins structurels dans la vie de tous les jours, l'accès aux sponsors ou même aux infrastructures quand on a un handicap. Et pour moi, ça fait que ces sportifs-là, ils font la même chose avec moins, parfois avec plus de freins. Et ce sont vraiment des surperformeurs et ce sont ces athlètes-là que je veux mettre en avant. Et justement, ce qu'ils ont mis en place pour performer, pour avoir des médailles, ça a d'autant plus de valeur, je pense, en entreprise parce qu'ils sont passés justement par tous ces freins qu'ils peuvent rencontrer. Vous parliez de freins, on a l'impression que votre combat, parce qu'on peut parler d'un combat, c'est vraiment une discipline de combat justement. Comment on fait pour transcender et dépasser le handicap et tous les freins auxquels vous vous heurtez. Et est-ce que vous avez des exemples concrets pour mieux mesurer ce à quoi vous affrontez ? Oui, je peux parler un petit peu de mon histoire personnelle. Oui. Moi, à la base, mon sport favori, c'est le foot. Je fais du football depuis toute petite. Et j'ai commencé à jouer à une époque où le foot, c'était un sport de garçon. Ça l'est encore, c'est un sport de garçon. Et j'étais vraiment la seule fille dans mon entourage à jouer au foot et j'étais pas forcément très bien accueillie par les garçons, donc je vivais vraiment des obstacles, mais pourtant j'ai continué parce que j'adore ça et je pense que ça a forgé chez moi un certain caractère, aussi faire
voilà, du sport quand on est ado, ça aide aussi à se structurer en termes de mental, en termes de discipline, parce qu'on apprend aussi à faire ses devoirs d'une façon beaucoup plus productive. Et aujourd'hui aussi, à côté de mon entreprise, donc vous l'avez dit, je suis aussi dans une association qui s'appelle MEUS, où j'aurai l'occasion d'en parler, et je suis aussi coach. Donc j'entraîne notamment des personnes, des femmes qui ont commencé le foot assez tard, vers la trentaine. Donc c'est des personnes adultes qui n'avaient jamais fait du foot avant, justement à cause de ces freins-là, parce qu'il y a ces stéréotypes de genre-là. Et je vois comment c'est vraiment un vecteur d'épanouissement, c'est vraiment un levier de confiance pour ces personnes-là. Et donc c'est la même chose quand on a un handicap, puisque l'accès aux infrastructures est plus compliqué, les moindres gestes du quotidien, se déplacer, etc. Et l'idée, c'est de pouvoir justement offrir un espace de parole en entreprise et montrer qu'on peut dépasser ces freins-là et que ça peut devenir ce qui est à la base une faiblesse, une vulnérabilité, on peut en faire une force et on peut aller décrocher des médailles, des championnats du monde, des Jeux Olympiques, etc. Est-ce que vous avez le sentiment que les mentalités évoluent malgré tout, que votre combat au quotidien, il devient non pas plus évident, mais qu'il y a une prise de conscience au fil des mois et des années ? Je l'espère. En tout cas, par rapport à ma situation personnelle, quand j'ai commencé le foot et ce que je vois aujourd'hui, ce que c'est devenu, oui, c'est sûr qu'il y a une progression. Quand on parle vraiment du sport féminin, c'est un marché qui est pour moi sous-exploité et sous-développé. Et aujourd'hui, on voit des exemples dans certains pays. En France, ça commence, mais je pense notamment aux pays anglo-saxons et à toutes les équipes de sport collectif, à la WNBA, le basket, NWSL pour le soccer, où il y a des franchises, des clubs qui commencent à générer de l'argent, des clubs qui sont valorisés à plusieurs centaines de millions de dollars. Donc ça commence à évoluer. C'est plus, je pense, qu'on a une fille et qu'on fait du sport, et notamment du football, on n'est plus forcément un ovni. Donc voilà, ça commence à changer, même si il y a encore des écarts. Et je peux prendre un exemple récent un petit peu sur le deux poids deux mesures. Donc le week-end dernier, il y a eu le Stade Toulousain rugby emmené par Antoine Dupont qui était là ce matin, a remporté le top 14, donc le championnat de France. Et le même week-end, l'équipe féminine de Bordeaux, donc les Lyonnes bordelaises, ont remporté. C'est AXA Elite 1, c'est le nom de leur championnat. Donc on remportait le championnat pour la 4e année d'affilée, au même titre que le Stade Toulousain masculin. Et on en a entendu parler du Stade Toulousain parce que le président de la République s'est rendu dans les vestiaires, il y a eu une petite médiatisation, un tweet, etc. Et pour les filles, il n'y a rien eu. Donc c'est vrai que le championnat, on va dire féminin, est moins développé parce que ça manque encore d'investissement, mais je pense que pouvoir féliciter une équipe, ça coûte rien. Et pourtant, en termes d'impact, c'est énorme parce que si on parle de ça, c'est un impact énorme pour les petites filles qui se disent est-ce que j'ai ma place pour faire du rugby ? Est-ce que c'est vraiment fait pour moi ? Pour les femmes en termes de confiance. Donc je pense que c'est encore un marché en tout cas qui est sous-exploité. Et je pense que si le sport d'élite, on va dire valide, masculin, professionnel, en est là où il est aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il y a eu des investissements massifs des pouvoirs publics qui ont été faits il y a plusieurs décennies. Et aujourd'hui, on voit les fruits de ce que ça fait. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a ce genre de salon du sport. C'est parce qu'il y a aussi des opportunités financières en termes d'investissement. Et je l'espère en tout cas, c'est la voie qu'on est en train de prendre. Mais il faut encore, je pense, investir, visibiliser en tout cas ces parcours-là. Et visibiliser, ça coûte rien. Vous venez de parler de rugby féminin. Revenons aussi sur le football que vous avez évoqué, que vous avez pratiqué vous-même plus jeune. La Fédération française de football a organisé au mois de mai à Clairefontaine, le 18 mai, le tournoi des fiertés. Vous en avez été une des organisatrices du tournoi. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu les coulisses et cet événement ? Et puis, non pas un partenariat, mais au moins une main tendue avec la Fédération française de football. Oui, tout à fait. Donc, j'ai eu la chance de faire partie de cette aventure-là et d'être à la prémisse, on va dire, de l'organisation, d'avoir cette idée de faire une action pour la communauté LGBT dans le football. Il faut savoir que dans le football, on confond souvent les actions menées par la LFP, la Ligue de football professionnel, qui fait des actions tous les ans
qui ne sont pas toujours couronnées de succès, et la FFF. Et la FFF, jusqu'ici, a été considérée, à juste titre, comme une fédération très conservatrice sur les sujets sociétaux. Mais ça, c'est en train de changer, notamment avec l'arrivée de Philippe Diallo, qui a mis en place une direction de l'engagement sociétal, où il y a de l'argent qui a été mis justement pour que la Fédération française de foot puisse s'emparer des sujets environnementaux, sociaux, d'inclusion, de lutte contre les violences, de lutte contre les discriminations, contre le racisme et notamment contre les LGBT-phobies. Et donc, pour marquer le coup, on a organisé un tournoi à Clairefontaine, donc, qui est le temple du football français. Là, on voit les joueurs et les joueuses de l'équipe de France, donc c'est un lieu qui est absolument magique. Et on a invité des équipes, donc l'année dernière, c'est la première année, des associations LGBT de foot qui luttent au quotidien, qui subissent des discriminations. Et cette année, on l'a organisé en mai également. Et la grande nouveauté, c'est qu'on a pu faire venir des clubs FFF. Et donc qui ne sont pas forcément des clubs militants LGBT, parce que des clubs LGBT de foot, il n'y en a quasiment pas. En tout cas, il y en a 2-3 connus. Et ça a un impact immense, puisque voilà, il y a des joueurs-joueuses qui sont venus et qui ont porté un maillot avec l'arc-en-ciel, alors que voilà, souvent ça fait des polémiques pas possibles de porter juste les couleurs arc-en-ciel, alors que c'est très bien. Et donc voilà, l'objectif, c'est que ces messages-là puissent ensuite être diffusés par le foot amateur, parce qu'il y a encore beaucoup de chemin, il y a beaucoup d'homophobie, de LGBT-phobie et de violence d'une façon générale dans le football. Et l'objectif, c'est de pouvoir diffuser ces messages-là, et on espère peut-être un jour avoir un joueur, je parle de joueur parce que des joueurs c'est déjà le cas, mais qui fasse son coming out. Ça, je pense que ça aura un impact énorme. Ça pourrait faire changer les mentalités, que quelqu'un de connu ou pas connu, mais assume publiquement pour vous ? Ah oui, je pense si demain il y a un joueur de l'équipe de France par exemple qui fait son coming out, et là encore je parle vraiment de l'équipe masculine parce qu'il y a déjà des joueuses de l'équipe féminine qui ont fait leur coming out, mais sur l'équipe masculine je pense que ça aura un impact énorme. Et vous, à titre personnel, on parlait du tournoi des fiertés, des petites graines que vous semez. Quels sont les projets, vos ambitions et votre vision pour développer votre activité et avoir davantage d'inclusivité ? Oui, alors j'ai plusieurs casquettes, et donc en effet, vous l'avez dit, je suis présidente de l'association MUST, donc Marseille United Sport pour tous, qui est la deuxième plus grande association de sport LGBT en France, qui réunit 1000 licenciés adhérents sur Marseille, et qui propose des activités sportives dans 20 disciplines. Et donc on organise régulièrement des tournois, on fait venir des centaines de participants de toute la France et de toute l'Europe. Et l'idée, c'est de pouvoir proposer un autre sport, une autre façon de faire du sport sans discrimination, et de pouvoir vraiment casser justement peut-être ces systèmes d'oppression qu'il y a dans le sport et ces violences. Et de l'autre, donc, je suis en train de lancer l'activité de hors norme. Donc pour moi, l'objectif, c'est d'aider des athlètes de haut niveau, et particulièrement des femmes et des para-athlètes, à mieux gagner leur vie pendant leur carrière. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a une grande précarité financière chez les athlètes de haut niveau. On en parlait un petit peu dans la table ronde précédente. Aujourd'hui, il y a un contexte qui est en train de changer, où c'est de plus en plus compliqué pour les sportifs d'aller chercher des sponsors, parce que les entreprises sont en train de couper des budgets. Il y a également eu la loi du sport sur le sport l'année dernière, votée par le gouvernement, qui réduit aussi les budgets qui sont alloués au sport. Et donc, les athlètes aujourd'hui sont un peu livrés à eux-mêmes. Ils doivent aussi être accompagnés par les fédérations, c'est maintenant aussi leur rôle, mais il y a un gros sujet aujourd'hui pour les athlètes d'aller chercher leur propre financement, parce que souvent quand on fait un sport, et Jade de Marchal en parlait tout à l'heure, l'escrime ça coûte, je crois, elle disait 30 000 € avec le matériel, les déplacements, etc. Et donc aujourd'hui, beaucoup de sportifs doivent avoir cette posture d'entrepreneur, justement pour aller se vendre, monétiser leur valeur en fait, de sportifs. Et moi, mon but justement, c'est de les aider à mieux les mettre en valeur, à décortiquer justement ce qui fait qu'ils sont performants, à décortiquer leurs récits, et en faire vraiment du contenu qu'on va délivrer en atelier, en formation, en entreprise, pour aider très concrètement des équipes qui ont des sujets de management, de turnover dans les équipes, de managers qui ont du mal à fédérer une équipe, d'équipes qui ont du mal à communiquer, à respecter les consignes, etc. Votre pari, en fait, votre ambition, c'est d'essayer de démontrer que le sport inclusif peut être viable économiquement. Comment ça se passe ? Est-ce que vous heurtez encore à des murs ? Est-ce que tout doucement, il y a une prise de conscience ? Et comment parvenir à les convaincre, les entreprises, que le sport inclusif peut être viable économiquement ? Bien, moi,
Quand je parle aux entreprises, je ne parle pas forcément de sport inclusif, je parle simplement de sportifs. Et souvent, on fait des athlètes de haut niveau un peu un produit de luxe, entre guillemets, un produit d'élite. Et c'est souvent le cas qu'on fait intervenir des têtes d'affiche, des sportifs en entreprise. C'est souvent à destination de publics assez élites, des top management, etc. Moi, mon but, c'est de casser cette image-là et de montrer que les sportifs, quels qu'ils soient, qu'ils aient un handicap ou pas, qu'ils soient hommes ou femmes, ce sont des travailleurs, comme des salariés, comme vous et moi. Tous les jours, ils se lèvent pour aller au travail, ils font des tâches, ils travaillent avec une équipe, même s'ils font des sports individuels, une équipe avec des personnes qu'ils n'ont pas forcément choisies. Et en fait, ils performent sous contrainte. Et la différence avec nous, ou en tout cas avec des salariés, c'est que cette contrainte-là, elle se vit dans des conditions extrêmes. Pourquoi ? Parce que les athlètes de haut niveau, eux, leur objectif, c'est de finir numéro 1, d'avoir la médaille d'or, d'être numéro 1 dans cette catégorie, d'être sélectionné au jeu. Et la chance de réussite, elle est infime. Donc c'est pour ça qu'ils performent dans des conditions de contrainte extrêmes. Et l'objectif pour moi, c'est d'aller justement décoder tout ce que ces athlètes-là mettent en place et de transformer ça en contenu pédagogique où on va faire, on va dire, des parallèles avec ce que vivent concrètement les équipes sur le terrain. Et au final, on se rend compte que les athlètes, dans la vie de tous les jours, mettent en place des méthodologies qui sont très proches de ce qu'on met en place en entreprise. La différence, c'est que quand on a une formation animée par un athlète ou une athlète de haut niveau, encore une fois, quel qu'il soit, c'est beaucoup plus engageant, c'est beaucoup plus inspirant. On parlait d'entreprise et d'entrepreneuriat. Votre entreprise, hors norme, elle est soutenue et accompagnée par le programme HEC Stand-Up, qui est un programme d'accompagnement à l'entrepreneuriat créé par HEC Paris. En quoi est-ce que c'est un soutien important et en quoi ça peut vous faire grandir et vous donner confiance peut-être ? Ouais, donc HEC Stand-Up, c'est un programme pour femmes qui se déploie partout en France. Et la chance qu'on a, c'est que HEC, c'est la meilleure école de commerce. Et donc, on a des contenus pédagogiques sur l'entrepreneuriat qui sont vraiment du top niveau. Donc, on est accompagné là-dessus sur vraiment la posture d'entrepreneur et montrer que en fait, même si on est une femme, on peut entreprendre, même si on vit des freins, parce que dans le programme, il y a beaucoup notamment de mamans qui n'osent pas se lancer, se dire voilà, j'ai des enfants, j'ai mon mari, etc. Comment je peux monter une entreprise ? Et en fait, non, c'est pas destiné à un certain type de personnes. Et en fait, ce qui est fort aussi dans ce programme, et c'est un conseil aussi que je donnerais à toutes les personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on part jamais de zéro. On peut avoir un réseau, on peut ne pas en avoir, mais surtout, on a fait des expériences dans sa vie, que ce soit bénévole, que ce soit avec sa famille, que ce soit dans d'autres aventures professionnelles, sur lesquelles il faut capitaliser et qui vont nous servir justement à entreprendre. Et c'est ça, c'est en ça que ce programme est vraiment précieux pour ces femmes et pour moi en particulier, où ça m'a beaucoup aidé justement sur la phase de lancement. On arrive bientôt au terme des 20 minutes. En quelques mots, qu'est-ce qui vous anime et vous motive dans votre combat ? Qu'est-ce qui, au quotidien, vous nourrit et vous donne non pas de la rage, mais en tout cas de l'énergie pour continuer ? Eh bien, je dirais, pour rebondir sur l'entrepreneuriat, moi je considère que c'est un peu le point de rencontre entre son enfant intérieur, sa rage un peu intérieure et sa vision de la société. Et on lance un projet entrepreneurial quand vraiment les deux sont connectés. Et moi, je sens que c'est le moment. Et je vous parlais un petit peu de mon enfance et mon histoire avec le football, avec les garçons, etc., dans la cour de récré, où j'ai très vite pris conscience des inégalités qu'il y avait dans le sport en tant que femme. Et je le retrouve aussi chez d'autres personnes. Et c'est vraiment cette envie de corriger ça, de créer un business model qui soit rentable avec des personnes issues de la diversité, des personnes atypiques. Donc c'est ça aujourd'hui qui m'anime. Pour finir, parce qu'il reste un peu plus d'une minute, qu'est-ce qui vous motive et quels sont vos... Voilà, comment vous voyez l'avenir, votre avenir ? Est-ce que vous êtes optimiste malgré tout, malgré les difficultés auxquelles vous vous heurtez ? Oui, complètement. Il faut être optimiste, hein, sinon je ne ferais pas ça. Donc je suis dans une phase de développement où ce qui est important pour moi, c'est déjà, comme dans tout projet, c'est de commencer petit. Trouver un marché justement où je réponds à un besoin, où je peux vraiment faire ces parallèles avec ce que vivent les athlètes de haut niveau et ce qu'on vit en entreprise. Donc aujourd'hui, je travaille avec
particulièrement des PME industrielles. Pourquoi ? Parce que dans l'industrie, donc c'est souvent des industries lourdes, une erreur, ça peut amener à la catastrophe. Et une erreur, c'est pas souvent tant une question de machine ou de process, mais c'est plus une question de coordination humaine. Et donc il y a énormément de parallèles à faire avec le sport. Et donc j'ai déjà plusieurs clients au sein de ces industries-là. Et l'idée, c'est de pouvoir continuer et de construire vraiment une solution qui soit fiable et qualitative pour ce marché-là. Merci beaucoup Sylvie. Je rappelle, vous êtes donc la fondatrice de Hors Normes, dont on peut trouver facilement les coordonnées si on souhaite vous contacter. Merci beaucoup. Merci beaucoup Arnaud.